Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Connaître le passé permettrait de mieux comprendre le présent. Cette maxime bien connue mérite d'être nuancée car, en réalité, ce qui compte, ce n'est pas de retenir un enchaînement de dates, mais de percevoir la représentation que les hommes se font du passé. Je m'appelle Rassan Moubarak, et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre, pour vous exposer leurs recherches et découvertes les plus récentes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Mon invité aujourd'hui est Olivier Viviorca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Vous êtes professeur à l'ENS de Paris-Saclay et membre de l'Institut des sciences sociales du politique. Vous avez été membre de l'Institut universitaire de France et vous avez dirigé la revue XXe siècle. Parmi vos précédents ouvrages, on peut citer Histoire de la Résistance et Une histoire de la Résistance en Europe occidentale, et puis plusieurs ouvrages collectifs co-dirigés notamment avec Jean Lopez, dont les 2 tomes des mythes de la Seconde Guerre mondiale chez Perrin. Et vous publiez à nouveau chez Perrin Une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, en coédition avec le ministère des Armées. Ma première question, c'est bien sûr sur le titre du livre, parce qu'on est assez peu familier avec l'adjectif total accolé en termes d'histoire. Et en tout cas, il faut aussi pouvoir l'assumer. Donc, quelle a été la genèse de ce projet et quels ont été les buts ? Alors, premier élément, le titre. Le titre, ce n'est pas moi qui l'ai donné, c'est l'éditeur qui l'a suggéré. Il y a bien évidemment un côté un peu ronflant autour de ce titre et peut-être prétentieux. En fait, l'idéal eût été de faire une histoire mondiale de la Seconde Guerre mondiale, mais ça rimait mal. Et donc, l'éditeur a suggéré de faire une histoire totale, non pas pour dire qu'il s'agissait d'une histoire définitive de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'à mon âge canonique, on sait qu'aucune histoire n'est définitive. Au contraire, l'histoire est une discipline cumulative, donc on hérite des devanciers, et puis les successeurs vont s'inspirer, et cette histoire va évoluer. L'histoire totale veut tout simplement dire que ce n'est pas qu'une histoire militaire, qu'une histoire politique, qu'une histoire diplomatique, que j'essaye au contraire de mettre en consonance tous ces différents aspects. D'où la réponse à votre question. La genèse, c'est tout simplement l'idée que j'ai écrit à la suggestion de Perrin, et notamment de son directeur Benoît Hiver, le livre que j'aurais aimé lire, tout simplement parce que vous avez des histoires de la Seconde Guerre mondiale. D'abord, vous n'en avez pas des tonnes, contrairement à ce qu'on croit. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. En langue française ? En langue française, voire en anglais. Donc vous avez des histoires qui sont des histoires le plus souvent militaires. Je pense par exemple à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale de Basil Liddell qui est un grand stratège britannique. Vous avez ensuite des grandes synthèses. Je pense par exemple au livre d'Anthony Beevor. Mais par exemple Anthony Beevor dans sa somme procède de manière très strictement chronologique. Il va de 2 mois en 2 mois. Et je n'étais pas entièrement satisfait parce que justement ce que j'essaye, c'est de présenter un point de vue synthétique. J'espère que ce n'est pas le seul élément positif de l'ouvrage, mais une synthèse qui, je le répète, reprend l'ensemble des dimensions de la Seconde Guerre mondiale et non simplement ses dimensions militaires. Et on peut préciser que le but n'était pas de tendre à l'exhaustivité, bien sûr, mais de contextualiser ces différents résultats. Je m'étais demandé s'il y avait un lien ou un clin d'œil à la notion de guerre totale, et notamment le titre du livre d'Eric Ludendorff qui avait théorisé cette guerre totale, c'est-à-dire la mise à disposition de la nation de tous les moyens de production notamment, et un concept qui sera utilisé par le régime nazi, appliqué par le régime nazi. Est-ce qu'il y avait un clin d'œil entre guerre totale et histoire totale ? Quelque part non, il n'y a pas de clin d'œil dans la mesure où la Seconde Guerre mondiale n'a peut-être pas été une guerre totale. Lorsque l'on voit par exemple la manière dont les différents belligérants ont mobilisé, on s'aperçoit que la mobilisation est loin d'être totale, y compris dans l'Allemagne nazie. La guerre totale est annoncée par un célèbre discours de Goebbels au Sport Palace en février 1943. Voulez-vous la guerre totale ? Oui, nous la voulons. Voilà, devant la foule en délire, à cette différence près que les femmes sont relativement peu mobilisées. Aux États-Unis, les femmes sont également peu mobilisées. Les États-Unis, économiquement, ont refusé d'imposer de trop lourdes contraintes à leur population. Donc, histoire totale, oui, dans la mesure où, je le répète, j'ai essayé de montrer l'ensemble des dimensions du conflit. Guerre totale à creuser moins que ce que l'on croit, à quelques exceptions près, et je pense bien entendu à l'Union soviétique, où là, effectivement, la guerre a été totale, indiscutablement. On reverra ces différents points. La Seconde Guerre mondiale a vu des atrocités inédites,
ou en tout cas d'une ampleur inconnue jusqu'alors. On peut citer quelques chiffres, 60 à 70 millions de morts, en majorité des civils, ce qui était nouveau, l'élimination de 6 millions de juifs en Europe, les bombardements massifs, les atrocités commises par les Japonais sur le sol asiatique, etc. Mais vous écrivez en même temps, et je vous cite, qu'elle éleva l'humanité aux cimes en offrant des exemples spectaculaires d'héroïsme, d'altérité et de sacrifice. À quoi vous pensez plus particulièrement en dehors de la résistance française qu'on connaît bien en France ? Vous avez entièrement raison de souligner que les abîmes de l'horreur ont été atteints, mais dans le même temps, les abîmes de l'honneur, pour parodier Saint Jean de Perse, l'ont été aussi. Alors, je ne veux pas idéaliser, mais je pense par exemple que le comportement des Britanniques pendant le Blitz, c'est-à-dire les bombardements intenses déclenchés par la Luftwaffe sur les villes anglaises, je pense par exemple à la résistance du peuple de Stalingrad. Bien entendu, il ne faut pas idéaliser. Pendant le Blitz, vous avez des vols. À Stalingrad, tous les habitants n'ont pas été héroïques, mais beaucoup l'ont été, et beaucoup ont fait preuve au Royaume-Uni d'un civisme qu'on notait avec stupéfaction et admiration les Français qui se rendaient dans cette capitale de l'Europe libre. Donc oui, incontestablement, vous avez eu énormément d'exemples de courage, d'héroïsme, d'abnégation, qui peuvent être des exemples flamboyants, donc on pense bien entendu à Jean Moulin, par exemple, pour la France, mais qui peuvent être aussi, au fond, un héroïsme au quotidien, et c'est, je crois, ce qu'il y a de tout à fait frappant. La Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas ou les atrocités d'une part, ou l'héroïsme de l'autre, ce sont les deux. Une partie significative du livre traite bien évidemment des opérations militaires sur les différents continents. Sans rentrer dans le détail aujourd'hui, est-ce que vous souscrivez à la notion classique d'une défaite inéluctable de l'Allemagne à partir de la fin 41, début 42 ? Oui. Est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui nouveaux qui remettent en cause ça ? Non. Alors, si vous voulez, vous avez ce que l'historien britannique Eric Hobsbawm appellerait un gigantesque paradoxe. Vous avez des défaites qui sont des défaites absolument colossales. Et donc, on peut parler d'un tournant de la guerre au moment d'El Alamein, au moment de Stalingrad, au moment de Midway, mais toutes ces, avec les guillemets de précaution, les guillemets d'usage, toutes ces batailles décisives ne sont pas décisives. Donc, il faut regarder ailleurs. C'est-à-dire que le sort de la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas nécessairement réglé sur les champs de bataille. Il s'est réglé sur le terrain de l'économie et, plus encore peut-être, de la logistique. Et de ce point de vue, effectivement, l'Allemagne a, dès 1941, perdu la partie. Mais, ai-je envie, en parodiant Robert Paxton, de poser la question, quelle partie ? Car une chose est de ne pas pouvoir gagner la guerre, et là, bien évidemment, l'Allemagne n'a absolument pas les moyens économiques, démographiques, d'imposer son hégémonie au reste du monde, même aidée par le Japon, mais cela ne veut pas dire non plus qu'elle soit condamnée à la défaite, ou plus exactement, à quelle défaite. Donc là, j'évite bien évidemment de céder au vertige de l'Uchronie, mais on peut imaginer que une paix blanche signée, soit avec l'Union soviétique, soit avec les Anglo-Américains, en telle ou telle année, aurait peut-être permis à l'Allemagne de... Donc, ce que je veux dire, c'est que quand si vous estimez que l'Allemagne a un projet hégémonique européen, voire mondial, elle n'a pas les moyens économiques et démographiques de son ambition. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ait été condamnée d'emblée à une défaite aussi retentissante que celle qu'elle subit en 1945. Et la preuve, la résistance de l'Allemagne est absolument phénoménale. Lorsque l'on songe que le débarquement du 6 juin donc, se produit à cette date et que le 22 juin, les Soviétiques lancent l'opération Bagration, il faut encore 1 an pour que le drapeau rouge flotte au fronton du Reichstag, ce qui est quand même beaucoup. Et l'histoire économique est justement un des points importants du livre, et vous montrez que on a tendance à sous-estimer la vulnérabilité de l'Allemagne et à contrario à sous-estimer la résistance soviétique. Est-ce que ce rapport différentiel de force sur le front de l'Est a contribué de manière significative aux opérations militaires ? Bien sûr, parce que les stratèges, lorsqu'ils ébauchent et définissent leur plan, doivent avoir ce qu'on appellera rapidement un outil militaire. Et l'outil militaire, ce n'est pas, comme certains généraux japonais le pensent, le seul triomphe de la volonté. Donc si vous voulez monter une grande offensive, il vous faut des canons, il vous faut des chars, il vous faut des soldats bien sûr, mais il faut du canon, des chars, de l'essence, de la nourriture. Donc la logistique est absolument colossale. Donc l'une des grandes surprises qui a été dévoilée par un historien britannique qui s'appelle Mark Harrison, qui est d'ailleurs un économiste plus qu'un historien, c'est d'avoir prouvé
Deux choses. La première, c'est que l'économie soviétique est beaucoup plus puissante que l'économie allemande. Pour nous, ça paraît totalement aberrant, en tous les cas contre-intuitif. Pourquoi ? Parce que nous avons les images de ces panzers qui déferlent sur la France en 1940. Mais en 1939-1940, l'Allemagne est encore un pays que l'historien britannique et économiste Adam Tooze considère comme un brick. C'est la Russie, c'est l'Afrique du Sud. Donc bien évidemment, vous avez des grandes entreprises, Thyssen, Siemens, mais vous avez encore toute une partie de la population, par exemple, qui n'a pas de chaussures. Bon. Donc ce n'est pas l'Allemagne surpuissante, si vous voulez, que nous avons en tête. En revanche, l'Union soviétique, que nous voyons, nous, avec les yeux, j'ai envie de dire, de l'époque Yeltsin, de la chute du mur, voire de la guerre en Ukraine, est une puissance industrielle redoutable, et d'autant plus redoutable que Staline a choisi non pas de multiplier les prototypes, et de se concentrer sur des engins simples, robustes, faciles à produire, faciles à réparer, dont le tank T-34 constitue l'archétype. Et donc, de ce point de vue, l'économie soviétique est beaucoup plus performante, dirait-on aujourd'hui, que l'économie allemande, ce qui, ici encore, est un peu une contre-intuition. Vous avez parlé d'El Alamein tout à l'heure, donc une des grandes batailles sur le sol nord-africain, et j'avais une question sur ça, parce que donc ça s'appelle la guerre du désert, c'est l'ensemble des opérations qui ont eu lieu entre septembre 40 et mai 1943 en Afrique du Nord, et vous écrivez non sans humour que cette guerre porte très mal son nom, parce que toutes les opérations majeures furent menées à moins de 80 km du littoral, et d'autre part, le but n'était pas de conquérir des territoires, mais de s'assurer la domination sur la Méditerranée. Donc au regard finalement de l'importance relativement secondaire de ce théâtre d'opération, comment vous expliquez son aura actuelle ? Alors l'aura actuelle est une aura qui vient aussi en partie de l'époque. C'est-à-dire que ce théâtre d'opération nord-africain a été un théâtre dont la stratégie n'a jamais été pensée. En fait, la stratégie a été pensée au fur et à mesure que les protagonistes avançaient. Au départ, pour ne donner que ce seul exemple, lorsque Adolf Hitler décide d'envoyer ce qui va devenir un Afrika Korps en Afrique du Nord, dirigé par son jeune général favori Rommel, cet ensemble débarque à Tripoli en février 1941, il veut juste aider l'allié italien, point barre. Donc il n'y a pas véritablement de stratégie. Et les Britanniques n'ont pas non plus véritablement de stratégie. Et ils n'en auront pas. Elle va se construire au fur et à mesure. Mais vous avez cette idée que, au fond, quelque part, dans ces brumes désertiques, eh bien la décision va pouvoir se faire. On va peut-être pouvoir gagner la guerre sur ce théâtre d'opération. Donc vous avez au fond une forme de mirage, c'est le cas de le dire, ou plus exactement de miroir aux alouettes, qui va hypnotiser les belligérants, qui vont in fine consacrer de plus en plus de moyens pour un théâtre d'opération totalement secondaire. Lorsque l'on pense que au Cap Bon, vous allez avoir le 13 mai 1943, lorsque les forces de l'Axe se rendent, plus de prisonniers italo-allemands qu'à Stalingrad, on reste pantois. Donc au fond, on a eu ce théâtre d'opération totalement secondaire, où finalement tout le monde rechignait un peu à s'engager, Roosevelt en tête, qui va absorber des forces de plus en plus considérables, sans créer pour autant une décision stratégique. Et peut-être que c'est parce que aussi ce sont les premières victoires françaises, non, des forces françaises libres qui ont peut-être contribué à cette image qu'on en a en France ? Alors, incontestablement, les Français, et cela désole le secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier, combattent très peu. Le seul endroit où ils combattent, et j'ai envie de dire par la force des choses, ils ne vont pas aller combattre en Asie, comme les Américains et les Britanniques, c'est le théâtre nord-africain. Donc vous avez eu incontestablement un certain nombre de victoires, notamment la prise de l'oasis de Koufra, la résistance énergique et courageuse déployée à Bir Hakeim, encore ici peut-être un exemple d'abnégation. Faut imaginer ce qu'ont été les combats de Bir Hakeim et la retraite ordonnée par Koenig, ça a été terrible, dans le désert, avec la soif, la peur. Donc incontestablement, ces éléments ont peut-être contribué à dorer en quelque sorte l'image de ces combats en Afrique du Nord, qui, vous l'avez très justement souligné, ne visent pas du tout à contrôler un territoire comme les Allemands l'espèrent en Union soviétique. L'idée est bien, en Union soviétique, de disposer d'une colonie. Là, la logique n'est pas une logique du Lebensraum, mais en même temps, c'est un théâtre d'opération secondaire qui l'a été, qui le restera. Et un point qui est très intéressant, c'est la façon dont le conflit est appelé par les différents belligérants. Les soviétiques préfèrent la formule de grande guerre patriotique. La Chine, c'est la guerre de résistance contre le Japon, donc très factuelle. Et le Japon, alors ça change. Au départ, ce sont les événements de Chine.
Après Pearl Harbor, ça devient la guerre de la plus grande Asie orientale. J'imagine qu'ils ont un idéogramme plus simple pour dire ça. Et puis à partir de 45, c'est la guerre du Pacifique. Donc à quel moment s'impose le vocable Seconde Guerre mondiale ? Est-ce qu'il s'impose partout ? Et est-ce que c'est plutôt Churchill ou Roosevelt qui impose ce terme ? Le terme de Seconde Guerre mondiale, ou l'idée que la guerre était mondiale, est une idée qui va être défendue par Roosevelt au nom, allons vite, d'une reprise de l'universalisme wilsonien, et par Adolf Hitler, pour montrer qu'il mène une grande croisade contre le judaïsme, le bolchevisme et le capitalisme. En dehors de ces deux grandes figures, le terme de Seconde Guerre mondiale n'est pas adoubé. Même le général de Gaulle qui, alors, quand on est enseignant, on aime bien faire travailler les élèves sur le parallèle entre les discours de Pétain, une vision très hexagonale, très restrictive, très mesquine, et la vision absolument prophétique du général de Gaulle qui comprend que la guerre est mondiale. Mais dans le même temps, lui, il ne parle pas de guerre mondiale. Il va essayer de vendre l'idée de guerre de 30 ans. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer que justement, cette Seconde Guerre mondiale n'est pas nécessairement une guerre mondiale pour tous. Les Japonais n'ont pas l'impression de mener une guerre mondiale. Ils mènent une guerre pour l'hégémonie en Asie, ou pour le dire autrement, jamais les Japonais n'ont envisagé de planter le drapeau nippon sur la colline du Capitole. Bon. Pour eux, c'est une guerre coloniale. Donc c'est une guerre coloniale qui reste en Asie. Et pour pousser le bouchon un peu plus loin, si les États-Unis n'avaient pas mis le holà et avaient dit aux Japonais, écoutez, on comprend tout à fait que vous soyez les maîtres en Asie, et nous, ça ne nous dérange pas, la guerre n'aurait pas été mondiale. Ce que je veux dire en d'autres termes, c'est que je trouve qu'il est assez intéressant de questionner les concepts que nous utilisons. Donc nous répétons Seconde Guerre mondiale, comme une forme de mantra, mais sans nous attacher au fond au sens que porte cette formule. Mais cette Seconde Guerre mondiale a-t-elle été mondiale ? Alors est-ce qu'elle a été mondiale pour les individus ? C'est là où je pense, bien entendu, vous avez cette guerre qui a frappé 4 continents sur 5, mais dans le même temps, pour les individus, la guerre n'a pas été nécessairement mondiale, car je crois que ce qui prévaut pour beaucoup d'individus et beaucoup de peuples, c'est au contraire une thématique nationaliste. Et cette thématique nationaliste, on la voit affleurer même chez les communistes, qui pourtant auraient pu brandir l'étendard de l'internationalisme prolétarien. Ils ne le font pas, ce qu'ils brandissent, c'est l'étendard nationaliste, et ce, dès le 3 juillet 1941 pour Staline, et dès les débuts de la guerre pour Mao Tse-tung. Et c'est ce qui explique, je crois, qu'il y ait au fond une conflictualité des mémoires sur la Seconde Guerre mondiale. Si il y avait eu effectivement une forme d'universalisme, si, aussi douloureux que cela puisse être pour certains, Auschwitz avait cette résonance universelle en Corée. Je ne suis pas sûr, si vous voulez, que Auschwitz parle aux Coréens, mais je ne suis pas sûr non plus que le massacre de Nankin de 1937, perpétré par les Japonais contre les Chinois qui vont tuer des milliers de Chinois, violer des milliers de Chinois, je ne suis pas sûr que ce sac de Nankin soit très connu en Occident et ait la même résonance. Donc cela empêche, si vous voulez, cette universalité pour les peuples et pour les individus de déboucher sur une forme de mémoire universelle, et au contraire, à partir du moment où on peut dire que la Seconde Guerre mondiale a été, même si elle n'a pas été que une guerre de nationalisme, une guerre entre impérialismes, eh bien les mémoires sont héritières de cette, réalité, ce qui peut expliquer également les très violents ressentiments qui existent aujourd'hui, par exemple, entre la Corée et le Japon, ou entre la Chine et le Japon, pour ne donner que ces deux seuls exemples. C'est vrai que la Seconde Guerre mondiale est souvent présentée comme un conflit idéologique, avec d'un côté le nazisme, le fascisme et même le militarisme japonais, mais vous montrez bien, comme vous venez de le dire, que c'est le nationalisme qui a été au premier plan. Est-ce que ça explique ça, justement, que les régimes nazis en particulier n'aient pas cherché à convaincre les populations, mais simplement à les dominer ? Alors, on a, bien évidemment, la Seconde Guerre mondiale est une guerre idéologique, dans la mesure où vous allez avoir tout un ensemble de décisions qui sont prises non pour des raisons militaires ou économiques, mais pour des raisons idéologiques. Et la Shoah, à laquelle vous venez de faire allusion, en est un exemple. Dans le même temps, cette guerre idéologique n'a pas véritablement pris la forme, et c'est un élément assez frappant, de la conversion. Les Allemands, hormis dans les régions qu'ils considéraient comme allemandes, je pense par exemple à l'Alsace-Lorraine, n'ont pas essayé de nazifier. Quelque part, ils mettent une idéologie en pratique en réprimant, en luttant contre les communistes,
en persécutant et en exterminant les Juifs, mais dans le même temps, il n'essaye pas, de convertir même les Norvégiens, même les Néerlandais au nazisme. Donc on a effectivement une dimension nationaliste dans l'Allemagne et dans sa politique qui, me semble-t-il, prévaut sur cet impératif de conversion. Vous avez employé une très jolie expression pour dire que les Japonais n'avaient pas pour intention d'aller poser leur drapeau au sommet du Capitole. Et donc, si on se place du point de vue des États-Unis, première question, est-ce que Roosevelt, qui s'engage dans la guerre, est-ce qu'il est idéaliste, du même type que Wilson au moment de la Première Guerre mondiale ? Et donc, est-ce qu'il y a une motivation idéologique des Américains à rentrer dans le conflit, ou est-ce que c'est simplement une réponse à l'attaque de Pearl Harbor ? Et deuxièmement, comment pendant ces 4 ans, on arrive à maintenir l'opinion publique américaine dans cette optique de conflit ? Alors, la question que vous posez est compliquée. Vous avez une formule célèbre qui affirme que les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Donc, il faut voir du côté de la Maison-Blanche. Ce qui inquiète énormément Roosevelt, c'est l'hégémonie de l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tolérer un continent flottant sous les plis de la croix gammée. Pour tout un ensemble de raisons, qui sont des raisons idéologiques, mais également des raisons commerciales. Mais dans le même temps, l'opinion publique américaine reste isolationniste. Donc Roosevelt va s'engager dans le conflit, et j'ai envie de dire soulagé, tout simplement parce que les Japonais, en frappant à Pearl Harbor, lui offrent le motif, le prétexte pour s'engager et pour convaincre une opinion publique rétive de s'engager. Ceci posé, vous avez eu déjà des signes avant-coureurs qui montraient bien de quel côté penchait le cœur du président américain. Lorsque vous avez plusieurs lois, la loi Cash and Carry, qui permettent au fond aux puissances, aux démocraties occidentales de prendre des armes à condition qu'elles les payent cash et qu'elles les transportent, carry, c'est bien évidemment une faveur qui est réservée à la France et au Royaume-Uni, tout simplement parce que l'Allemagne n'a pas les devises pour payer. Donc il y a déjà, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler un pré-engagement de Roosevelt. Mais ce qu'il faut bien souligner, et j'insiste sur ce point, c'est que la grande hantise de Roosevelt, c'est pas le Japon. Le Japon ne fait pas peur à Roosevelt. D'où d'ailleurs la surprise de Pearl Harbor. Comment les Japonais ont-ils pu monter un raid aussi puissant, aussi intelligent, aussi technologiquement compliqué, etc., alors que ce sont des nains pour les Américains. Ce qui fait peur à Roosevelt, c'est l'Allemagne nazie, c'est l'Europe. Et d'ailleurs, lorsque vous avez des discussions avant même que l'Amérique n'entre en guerre, qu'on appelle les pourparlers ABC, Anglo-British Conversations, la priorité est donnée à l'Allemagne, Germany first, sur le Japon. Ceci dit, et je réponds à votre question, l'opinion publique est moins persuadée que son président de la nécessité de croiser le fer contre l'Allemagne nazie. Pour toute une partie de ce qu'on va appeler l'Américain moyen, pour les Américains moyens, les barbares, ce sont les Japonais qui ont frappé à Pearl Harbor. Vous avez quand même aussi un racisme anti-japonais qui est extrêmement développé avant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup plus qu'un anti-germanisme. Et donc la Maison-Blanche va avoir beaucoup de difficultés à vendre le conflit en Europe à son opinion publique. Un anti-japonisme qu'on connaît peut-être moins en Europe, mais qui s'est traduit aussi par la formation de camps d'internement des Japonais aux États-Unis. Alors, incontestablement, les Nippo-Américains ont été internés. Alors, il faut faire attention, il faut être nuancé. Seulement sur la côte ouest, pas sur la côte est. Mais, bien évidemment, vous avez eu des milliers de Nippo-Américains qui ont été internés, qui ont été, il faut le dire, spoliés, sans autre forme de procès. Et donc, cette Amérique qui prétendait combattre pour des valeurs a quand même connu quelques entorses à ce qu'on appellera aujourd'hui les droits de l'homme. Vous évoquez cette captivité forcée des Nippo-Américains. On peut également rappeler que l'armée américaine reste une armée ségrégée et que les États-Unis restent un pays quand même ségrégé et raciste, et ce, au moins jusqu'en 1954, si ce n'est jusqu'à aujourd'hui. Alors, on n'est pas encore pendant la guerre du Vietnam, mais est-ce que cette question des droits civiques intervient déjà ? Est-ce qu'elle pointe déjà aux États-Unis ? Et donc, quelle est la place des Noirs dans l'armée ? Et est-ce qu'on assiste à des mouvements de résistance contre ce conflit, notamment de la part des Noirs américains ? Alors, ce qu'on appellera de manière un peu rapide, et je m'en excuse, la communauté noire, elle est très partagée. Vous avez une partie des Noirs qui pensent que ce conflit ne les concerne pas. Pourquoi aller se battre pour les maîtres blancs, pour un conflit qui, au fond, ne les concerne pas, ne les touche pas ? Et vous avez une autre partie de la même communauté noire
qui pense que cette guerre offre un certain nombre d'opportunités pour faire avancer la cause, allons vite, des droits civiques. Alors, de ce point de vue, vous avez plusieurs éléments. Vous avez d'abord des négociations entre les représentants de la communauté noire et le pouvoir qui vont faire que vous aurez une proportion de noirs dans l'armée à hauteur du poids démographique des noirs. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal parce qu'on se dit, tiens, mais pourquoi ils rêvent d'aller dans l'armée ? Mais c'est le problème que l'on retrouve avec le pouvoir colonial français. Si vous pensez que des individus, qu'on appelait à l'époque les indigènes, peuvent et doivent se battre sous l'uniforme, ils sont en droit d'escompter des droits, et notamment des droits civiques. Donc c'est bien cela dont il est question. Ces 10% vont effectivement être versés dans l'armée américaine, mais plusieurs nuances. D'abord, vous allez avoir très peu de Noirs qui seront dans des unités combattantes, pour des histoires très anciennes, qui tiennent notamment à un souvenir de la guerre de sécession, où les Noirs étaient réputés avoir mal combattu, pour des raisons de racisme, également avec l'idée que si on leur donne ces devoirs, eh bien ils vont pouvoir réclamer des droits. Donc très peu de Noirs combattants, très peu, comme vous l'imaginez, de Noirs officiers. Revenons sur le théâtre européen. En 1939, 20 États européens ont proclamé leur neutralité, et seuls 6 la conservèrent jusqu'au bout. Alors c'est l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, la Turquie et la Suède. Et parfois c'était un véritable exploit pour certains de ces pays qui étaient géographiquement très proches des zones de combat. Quelle image est-ce que ces 6 pays-là ont aujourd'hui de la guerre, et quelle image, au sortir de la guerre, les autres pays belligérants avaient d'eux ? Et la question que vous posez est très compliquée. Première remarque à formuler, c'est que, au fond, cette Seconde Guerre mondiale, elle va avoir un effet d'attraction, au sens physique du terme. Il est très difficile d'échapper aux pressions. Donc des pressions directes ou indirectes qui font par exemple que l'Allemagne va violer la neutralité belge, violer la neutralité hollandaise, violer la neutralité danoise et norvégienne. Vous avez ensuite des effets de tentation qui font que vous avez un certain nombre de capitales qui instrumentalisent le conflit pour régler des problèmes territoriaux, pour s'étendre, etc., etc. Et donc seule une poignée d'États résistent. En règle générale, ces États, vous n'avez pas de règles. Il est clair, par exemple, que le Portugal du dictateur Salazar, le Portugal a profité de la guerre, au sens neutre du terme, son économie a cru, et donc Salazar a en quelque sorte conforté sa position, en fait, en montrant qu'il avait été clairvoyant, et comme il a quand même laissé les Anglo-Américains disposer de la base des Açores, il s'en est pas trop mal tiré. Pour d'autres, en revanche, l'impact a été plus négatif. Ni les Britanniques ni les Américains n'ont oublié la guerre civile, ni les Britanniques ni les Américains n'oublient que Franco, il faut le souligner, n'est pas neutre, il est non belligérant. Ça veut dire que, quelque part, il a choisi un camp sans faire la guerre. J'exagère, c'est un peu la position, je dirais, de la France ou des États-Unis aujourd'hui dans la guerre en Ukraine. Nous ne sommes pas en guerre, on ne peut pas dire qu'on soit neutre. Donc les Washington et Londres n'ont pas oublié. Et donc ils sont très sévères et ils tiennent Franco à l'écart de l'arène internationale. Franco qui lui aimerait revenir sur l'enceinte internationale. Et cette enceinte internationale, il va revenir à la faveur de la guerre froide. Mais il est clair que vous avez une image parfois très négative qui va également être associée à la Suisse. Et donc là, on a des effets en quelque sorte de ciel de traîne. C'est que la Suisse, elle a été un peu rattrapée par la patrouille lorsque certains scandales ont éclaté, que les États-Unis ont menacé à la fin du siècle dernier de priver les Suisses d'un accès au marché américain, que les Suisses ont été obligés de rétropédaler, de nommer une commission. Bon, donc incontestablement, là, si vous voulez, la mauvaise image de la Suisse, je crois, a produit des effets sur le long terme. Mais on peut dire dans une certaine mesure que c'est injuste, parce que la Suède a été bien plus collaboratrice que la Suisse. Mais pour nous, la Suède, c'est le pays de la liberté, un pays sympa, un pays émancipé, alors que la Suède, en termes objectifs, a beaucoup plus servi le Reich en lui fournissant par exemple des roulements à billes que la Suisse. Voilà. Donc dans un cas, vous avez une très mauvaise image, et dans l'autre, vous avez une image au contraire plutôt positive. L'exemple que je préfère, moi, c'est la Turquie, parce que, comme aurait pu le dire le général de Gaulle, regardez la map monde, ils sont quand même très près du bras zéro, très très près du bras zéro.
Et ils arrivent non seulement à ne pas s'engager, à vendre notamment leurs précieux chromes à tous les belligérants, et les diplomates turcs sont absolument formidables. Hein. Churchill ne cesse de faire pression sur Ankara pour que la Turquie déclare la guerre, et les diplomates turcs disent à Churchill, mais nous en rêvons, mais avez-vous un plan ? Pouvez-vous nous donner des armes ? Et comme Churchill n'a ni l'un ni l'autre, il est obligé de repartir bredouille. Donc là, les diplomates turcs ont été vraiment très très forts. C'est très intéressant cette discussion sur la perception, parce que par exemple en France, on connaît beaucoup mieux le front de l'Ouest que le front de l'Est. Alors qu'en est-il de l'autre côté, c'est-à-dire les soviétiques qui ont payé le plus lourd tribut, 26 millions de morts, qui ont insisté pour rentrer les premiers à Berlin. Staline a insisté pour re-signer le lendemain de l'armistice de Reims une nouvelle capitulation oui. À Berlin. Quelle perception eux ont des batailles en Normandie par exemple, sur le front occidental? Il ne faut pas... Est-ce que c'est deux guerres, finalement, sur le territoire européen, quand on se place de part et d'autre de l'Allemagne ? Staline n'a absolument pas confiance dans les Anglo-Américains, et il a encore moins confiance en Churchill qu'en Roosevelt. Il déteste Churchill. Et les sacrifices de l'armée rouge et du peuple soviétique ont été tels qu'il considère quand même que toutes les opérations sont de la roupie de Sansonnet. Donc, si vous voulez, pour Staline, le débarquement en Normandie n'est pas un exploit. Alors donc, il va saluer Overlord, il va saluer la performance, mais je dirais que le cœur n'y est pas. Et lorsque vous avez le général américain Dean, qui est le chef de la mission militaire US à Moscou, qui sort dans les rues de Moscou le 6 juin 1944, il pense qu'il va être fêté et célébré comme un héros, et cette population soviétique est totalement indifférente. Donc vous avez eu un rôle très, j'ai envie de dire, cynique de la part de Staline, c'est-à-dire qu'il attendait effectivement que ce débarquement en Normandie soulage la pression très lourde qui s'exerçait sur l'armée rouge, de là à admettre que le soldat américain était aussi valeureux que le soldat soviétique, il y avait un pas qu'il n'a jamais franchi. Un de vos objectifs était de comprendre les motivations des belligérants, et donc je ne parle pas des opérations d'intoxication sur lesquelles vous revenez, par exemple les leurres pour tenter de convaincre l'ennemi du lieu de débarquement qui n'est pas celui final, mais des motivations, disons, psychologiques. Vous avez parlé de Staline, est-ce que vous avez l'impression rétrospectivement, que les différents belligérants, les différents dirigeants se comprenaient les uns les autres? Non, et vous avez bien raison de souligner cet aspect. Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, bon, c'est une synthèse, mais c'est pas un manuel, du moins je l'espère. J'ai essayé de veiller au style, pour pas qu'on s'ennuie, y compris dans les moments économiques, qui peuvent être arides. J'ai essayé d'incarner le récit, et j'ai essayé de faire une histoire qui soit une histoire qui raconte, mais aussi une histoire qui explique. Et expliquer, ça veut dire comprendre la rationalité de l'autre. C'est-à-dire que je pense bien évidemment qu'on ne peut pas dire que les Japonais sont fous, ou que Hitler est dingue. Bon, voilà. Là, ce sont des éléments qui n'apportent rien au débat. Vous avez des rationalités, et ces rationalités, elles sont toujours compliquées à comprendre, parce que nous n'avons pas les mêmes rationalités. Et ce qu'il y a de tout à fait intéressant, c'est que, au fond, les leaders appliquent à autrui leur rationalité. Staline pense que le deal conclu en 1939 est intéressant pour Hitler, parce que économiquement, il rapporte plus au Reich que un état de guerre. Il a raison. Staline a raison. L'Allemagne n'avait aucun intérêt économique, et la suite l'a prouvé. La vache à lait, ce qui va permettre à l'Allemagne de continuer la guerre, c'est l'Europe de l'Ouest. C'est pas le prétendu Eldorado soviétique. Sauf que Hitler n'a pas une rationalité économique. Hitler a une autre rationalité. À partir du moment où il a une rationalité idéologique, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser du judéo-bolchevisme, il a une rationalité impériale, le Lebensraum est à l'Est, et il a une rationalité, ne l'oublions pas, stratégique. Il ne reste qu'un allié continental potentiel au Royaume-Uni, c'est l'Union soviétique. Si jamais, et là le facteur temps est très important, si jamais il ne passe pas à l'attaque immédiatement pour détruire cet allié potentiel, les Américains vont continuer à aider les Britanniques, et par conséquent vont déséquilibrer le plateau de la balance économique. Donc il faut aller vite, et il faut frapper l'Union soviétique. Donc pour Staline, c'est incompréhensible. Je vous rassure, on s'ennuie pas du tout à la lecture du livre, Olivier. Il y a des chapitres assez rigolos sur, par exemple, la vie quotidienne des soldats, sur les rations caloriques qu'ils consommaient, un chapitre aussi sur les maladies vénériennes et tous les problèmes que ça pouvait poser dans les états-majors.
Pour terminer, nous enregistrons cet entretien mi-juillet, la semaine de la sortie d'Oppenheimer, le film de Christopher Nolan. Quels seraient vos 3 ou 4 films préférés sur la Seconde Guerre mondiale ? Parce qu'il y a de tout, il y a des drames, de la comédie, des films purement militaires. Qu'est-ce que vous préférez, vous ? Alors, dans le best-of, je dirais The Big Red One, Au-delà de la gloire, de Samuel Fuller. Premier élément, c'est un film sur le débarquement qui n'a aucun succès, mais qui est au fond, qui n'a eu aucun succès, ou peu de succès, mais qui est au fond le chaînon manquant entre Le jour le plus long d'une part et Saving Private Ryan. C'est-à-dire un film qui montre que le débarquement a été sanglant. Alors moins que ce qu'on a dit, mais que ça n'a pas été juste des héros comme on les montre dans Le jour le plus long. Et là, c'est un film très beau, qui suit au fond The Big Red One, qui est la première division d'infanterie américaine, des plages de Normandie à l'Allemagne, et c'est véritablement un film tout à fait remarquable. Ça, c'est un premier film. Second film que j'adore, c'est une trilogie d'Axel Corti, Welcome in Vienna, Dieu ne croit plus en nous, Santa Fe, qui montre des juifs autrichiens qui essayent de fuir l'Autriche, qui ensuite vont aux États-Unis et qui ont beaucoup de difficultés à se réinsérer. Ensuite, reviennent combattre dans les rangs alliés en Allemagne et en Autriche. Et ce film, cette trilogie qui a été maudite, il y a eu des histoires de producteurs, donc on ne l'a pas beaucoup vu en France, c'est une trilogie absolument géniale. Troisième film grandiose, Papy fait de la résistance, qui est un film génial, beaucoup plus intelligent que ce qu'on croit. Ce que je veux dire, c'est que Jean-Marie Poiré est un cinéphile, donc vous avez parfois des parodies, par exemple, de l'Armée des Ombres, de Jean-Pierre Melville. Vous avez carrément des scènes qui sont des décalques. Et ce film sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est bien évidemment pas un film sur la résistance, mais sur la manière dont on construit le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, est un film véritablement puissant. Oppenheimer, j'attends de voir. On verra, oui. Au moment où l'entretien paraîtra, on l'aura sans doute vu tous les deux. Absolument. Merci beaucoup, Olivier Viviorca, pour cet entretien. Je rappelle le titre du livre, Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, une somme de plus de 1000 pages, parue aux éditions Perrin. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.